afin de réaliser cette salle des hommes. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par le calme ceux qui refusent de discuter à la table. Ils espèrent noyer dans le sang les aspirations légitimes d'un peuple qui ne demande que de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. 4. La position claire et irréversible de l'AFC 23. L'AFC 23 n'a pas choisi la guerre. L'AFC 23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières, souvent orientées vers des zones densément peuplées, entraînant un déplacement massif d'une population déjà vulnérable, causant une crise humanitaire inédite, mais dont malheureusement personne n'est pas et aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main, nous avons signé, nous avons cru à la force de la parole publique. Mais face à la trahison, au mépris et à la barbarie, nous avons le devoir sacré d'assurer la légitime défense. L'AFC 23 réaffirme son attachement à la paix, mais ne se dérobera nullement à sa responsabilité consistant à défendre les populations civiles. Tout en réaffirmant son attachement au communiqué conjoint signé à Doha le 19 avril 2025, à la déclaration des principes signée à Doha le 29 juillet 2025, ainsi qu'au processus de paix du Rwanda-Nairobi, piloté conjointement par la SADC et l'EAC, sous le leadership de l'Union africaine, un processus qui fonde la solution politique à la crise, conformément aux résolutions permanentes des Conseils de sécurité des Nations Unies. L'AFC se tient prête politiquement pour porter la voix de la paix, prête militairement pour repousser la barbarie, prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires à la libération du peuple. 5. De l'appel à la communauté internationale. L'AFC 23 interpelle solennellement la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'Alliance préconique. Le blocage vient des régimes qui réunissent sa propre signature. Le blocage vient d'un pouvoir qui, après avoir opposé son nom à la loi, choisit, comme à son habitude, la trahison. L'AFC 23 appelle la communauté internationale à regarder la vérité en face et à en assurer la responsabilité. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est cautionner demain des crimes les plus graves, encore au détriment de la population congolaise. Voilà pourquoi l'AFC 23 met en garde M. Tshisekedi contre toute nouvelle attaque irresponsable de sa coalition génocidaire et se réserve le droit de le mettre immédiatement hors d'état de vie. Tenez-le pour dit. Celle-ci recevra une réponse appropriée jusqu'à la neutralisation de la menace à la source. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner en définitive qu'il y a dans l'histoire du peuple le moment où la vérité ne peut plus être détruite. Aujourd'hui constitue l'un de ces moments dans l'histoire de la République démocratique. Congo, mon pays, notre pays. L'AFC 23 réaffirme son attachement indéfectible au processus de droit et déclare au monde: nous ne trahirons pas l'Afrique.
Mais nous ne laisserons pas non plus la folie d'un an détruire l'avenir de tout un peuple. Notre combat est juste, notre cause est noble et notre détermination reste intacte. La paix ne sera pas sacrifiée sur l'autel du mépris, sur l'autel de l'orgueil, sur l'autel de l'arrogance, sur l'autel du mensonge. Elle triomphera parce que le peuple congolais la réclame, parce que nous avons juré de la défendre au prix du sacrifice suprême. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été coordonnateur politique de l'Alliance du Congo AFC3. Nous allons passer maintenant aux questions. Alors, nous allons demander s'il y a certaines personnes qui veulent poser des questions ici, qui puissent lever la main. Nous allons voilà, répondre. RTNC, si vous vous rapprochez, posez votre question. Bon, Pascal Oudaïboua, je suis de la RTNC Congo. Monsieur le coordonnateur de l'AFC 23, est-ce qu'avec la déclaration de ce soir, nous pouvons conclure que Doha a accouché un mort-né? Deuxième préoccupation, 7 mois déjà, depuis que l'AFC M23 administre une grande partie de la province du Nord et du Sud Kivu, est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu par les cadres du mouvement dans ces deux provinces? Et enfin, le procès de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa, quelle lecture vous en faites aujourd'hui? Je vous remercie. Pas d'intervertir votre question. Je voulais commencer par la deuxième. Êtes-vous satisfait de l'administration telle qu'animée aujourd'hui par l'Alliance du Congo depuis la crise de la ville de Goma? Ce qui est la réponse à cela, je peux vous dire, c'est que nous sommes rentrés dans la ville de Goma fin janvier. Nous avions classé 3 ou 4 priorités. La première priorité était humanitaire, disons, les urgences. Les urgences portaient sur la desserte non potable, la desserte en électricité, mais l'assainissement aussi de la ville. Sur ce point, je peux vous dire que tout le monde a trouvé satisfaction. Nos poules de robinet, les commandations, les délestages qui étaient permanents ne sont plus là. Et la ville est devenue l'une des villes les plus propres du Congo. Surtout à cause de cette politique à laquelle la population du Nord et du Sud a adhéré et qui applique normalement. La deuxième priorité était d'installer les autorités administratives. Nous avons pu installer 2 gouverneurs au niveau de Nord Kivu ici. Coup de chapeau, c'est des révolutionnaires qui, sans moyens, font des exploits. Nous avons installé la territoriale, le maire de la ville et son agent. Coup de chapeau parce que les 2 maires de ville et leurs agents. La pratique des salons est devenue une réalité. Coup de chapeau au maire. Nous avons installé des bourgmestres
les administrateurs des territoires. Donc l'administration est là. La troisième priorité était bien entendu la stabilisation de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité gèrent aujourd'hui la sécurité sous l'autorité bien entendu de la coordination militaire du général Makenga et ses hommes. Aujourd'hui, dans Goma, les gens se promènent. La nuit, les gens peuvent dormir. La vie a repris. Et dans le même élan, nous avons continué avec des formations. Nos hommes en uniforme, pas plus qu'hier, pas plus qu'il y a quelques semaines. Toute une brigade de la police est désormais en place. C'est l'occasion de féliciter ici le colonel Guillaume, qui avait été ainsi désigné comme commandant de brigade de cette police. Aujourd'hui, il est à Bukavu, le même travail. La police pour la sécurité civile, l'armée bien entendu pour la défense. Et un troisième élément est en cours, c'est que nous avons activé le système judiciaire. Pas plus qu'aujourd'hui. Contrôle physique et l'identification des magistrats a été lancé ces jours. Et sur le plan social, d'abord, on a pu accompagner, par l'intermédiaire de deux gouverneurs de province, accompagner l'éducation. L'année scolaire s'est terminée normalement. Et ce matin, mon collègue et moi, nous avons lancé la rentrée scolaire en bonne uniforme. Des gros efforts ont été faits à ce domaine-là. Depuis 3 ans, les élèves n'avaient plus de bulletins. Et aujourd'hui, ils ont témoigné que depuis plus de 4 ans, tous les élèves ont pu avoir des bulletins. Est-ce qu'on peut dire que les défis, ça manque? Il y en a. Toujours sur le plan social, au niveau de la santé, un accompagnement avait été fait aussi, toujours à travers nos deux gouverneurs. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, il est lancé le programme de vaccination qui continue à uniforme et un travail de consolidation. Dans tout cela, laissez-moi, je voudrais remercier particulièrement la population. Donc, la résilience, pour l'accompagnement, pour l'appropriation de la révolution qui est venue. Mais je voudrais aussi remercier les organismes internationaux qui sont dans l'humanitaire et qui ont accepté de nous accompagner dans cet élan. Et on avance. Et dire que non, il ne peut pas y avoir dialogue sans lui parce que c'est le problème. Le problème, c'est les nécessités. Le problème au Congo, la base de la crise, c'est les nécessités. Les problèmes du Congo, ce sont illégitimes. C'est mensonge. C'est détournement. Sa folie de croire qu'il veut laisser avoir le droit sur tout le monde. Que c'est lui qui peut dire que toi tu peux rester libre ou pas. Que toi tu passes d'eux et de son père, qui avait le maréchal. Si bien que pour lui la référence c'est le maréchal. Il veut devenir comme nous. Moi, je. Rien ne peut se faire sans moi. Qui peut m'interdire moi? C'est de l'arrogance qui n'a plus sa place. C'est de l'arrogance que l'AFC ne lui permettra pas. Ça, c'est une évidence. Enfin, l'ancien président de la République, que dois-je dire? Ça rentre dans la folie de M. Tshisekedi,
Je pense que M. Kabila est protégé par un statut constitutionnel et légal. Qu'il soit en train de subir ce qu'il subit aujourd'hui, ça rentre dans la logique de ce que nous avons toujours dénoncé. Dans d'autres cieux, quand vous avez l'ancien président, c'est un trésor à protéger. Mais dans mon pays, on va chercher d'autres anciens présidents, alors on a un qui connaît tout le pays. On peut aller chercher Koulou, Kenyatta, au Bassanjo. Ce sont des anciens présidents. Quand vous allez la chercher, vous avez un qui connaît mieux le problème. Il a depuis la division pour diviser les peuples. La question des crises identitaires, toucher à l'identité de quelqu'un, il n'y a pas plus grave que ça. Mais bien devons nous faire, il faut résister. Bien plus, mon collègue l'avait dit. Nous sommes à Doha, nous discutons des prisonniers. La libération de l'autisme. Que nous soyons en train, alors que nous attendons qu'on libère ceux qui sont innocemment arrêtés. Mais que la même folie amène d'autres personnes à chercher à ramener d'autres. C'est tout simplement aberrant. Nous résistons et nous n'avons pas accepté ça. Merci beaucoup. Spécial à Al Jazeera de l'agence de presse chinoise. Monsieur le Président, on a vu l'Angola quitter le processus justement parce que les choses n'ont pas pas, il s'est senti agressé. Que dit aujourd'hui le médiateur? Vous avez vu dans une délégation au restaurant de Doha il y a quelques semaines. Que dit le médiateur exactement? Est-ce qu'il est encore prêt à continuer avec ce que lui-même voit déjà qui ne se passe pas? Vous l'avez bien dit ici. Est-ce qu'il est aussi agressé? Vous croyez réellement que ça peut encore continuer? Mais aussi, d'un autre aspect, vous ne croyez pas que ce qui passe, que le rapport de force ne permet pas maintenant de plier à vos obligations? Vous êtes une rébellion, vous êtes une révolution comme vous le dites. À ce niveau ici, pour vous, qu'est-ce que vous pensez d'une manière claire? Est-ce qu'il faut espérer à Doha ou bien il faut peut-être avancer sur le terrain pour changer le rapport de force? Du moins, la médiation anglaise s'est retirée. Qu'est-ce que je pense de la médiation qatari? Non, je ne peux pas penser à la place de la médiation, mais nous faisons confiance à la médiation. De toute façon, le rôle de la médiation, c'est tenir compte des caprices, des arguments, des faits, des uns et des autres. Nous, on a confiance à la médiation, c'est pourquoi nous y sommes. Mais une précision tout de même. Cette fois-ci, nous avons envoyé, pas une délégation, mais une équipe de 2 personnes qui ne sont pas allées négocier, mais qui sont allées traiter de 2 points précisément, notamment les modalités de ces feux que Tshisekedi viole, mais aussi les modalités de libération, la libération des prisonniers. Vous nous conseillez de chercher à changer les rapports de force. C'est une option qui est la conséquence normale de ce qui adviendra si M. Tshisekedi s'entête dans sa logique. Nous le savons très bien, comme nous l'avons dit, à notre mot introductif. Tous les processus entamés par M. Tshilombo sont des dilatoires pour essayer de gagner du temps. Et maintenant, je suis venu vous dire que nous sommes en pleine guerre. Parce qu'il a pris le temps, il s'est réarmé, il a recyclé un certain nombre d'hommes, c'est-à-dire l'armée burundaise. Je vois aller. Mais c'est plein de leurs irréductibles.
Et il les a organisés. Et à ce niveau, il croit maintenant qu'il faut répondre les offensives. Il a repris les offensives. Mais nous disons, nous sommes victimes. On nous tue. C'est plus de 30 000 hommes qui sont déployés aux moyens et au plateau, avec un objectif clair, aller décimer surtout la population qui se trouve en particulier les Tutsis, donc les Banyolais. C'est des évidences et tout le monde voit. Amnesty International, ils sont là, ils disent, nous sommes attaqués. Mais bien plus, aujourd'hui dans l'Ouvira, où la ville d'Ouvira est le prototype des non-États. Ils se rentrent dedans, ils sont très durs. Elle dit qu'ils vont changer le rapport des forces. Oui, nous pourrons changer, mais on est d'abord en train de se défendre. Et nous nous défendons. Et nous défendons la population. Et nous, je suis venu vous dire ici que nous sommes victimes. Et que ceux qui savent, ceux qui aiment crier, pourquoi ne crient-ils pas assez? Voilà. J'ai une question en français, une question sur Corneille Nanga Yombelo, vous étiez. Tu peux bien prononcer. Corneille Nanga. Arrête-toi seulement, Nanga, si tu ne peux pas. Sinon, je ne réponds pas. Oui, vous êtes aujourd'hui le coordonnateur de l'AFC M23. Vous étiez l'ancien président de la CENI, devenu aujourd'hui acteur politique renommé, célèbre, si on peut le dire. Vous êtes une personnalité congolaise ici de la province orientale. Quelle lecture vous avez par rapport au Thierry de l'Itouri et aussi de Bénilo, vous appelez le Muyomba, mais aussi à la fin, les dossiers d'indemnisation des victimes de Kisangani. Quelle lecture avez-vous? Swali la Kiswahili kwa Mheshimiwa pale. Mheshimiwa Bertrand Bisimwa, leo ni kwamba ni kama Doha imekufa. Na kwa nini mmechanganyikiwa kuhusu masuala ya Kivu Kusini? Asante sana. Lakini kwetu sisi Doha bado haijakufa na haitakufa. Maana sisi kama hivyo kiongozi wetu Corneille Nanga alisema, sisi tunabaki kwa msimamo ya amani, na hiyo msimamo ya amani itapitia Doha. Na Corneille alisema kama Bwana Tshisekedi hapendi kuongea, sisi tutaongea na wakongomani wengine na tutafanya amani. Na alizungumzia akasema, ndio Bwana Tshisekedi alisema kwamba hakuna mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika bila yeye. Na hiyo ni kweli, maana ni yeye shida ya Kongo. Na kama ni yeye shida ya Kongo, tutahakikisha sasa sisi wakongomani kwamba shida hiyo tunaenda kuiondoa. Sisi hatubabaike na shida ambayo inatoka Uvira. Maana tulikuwa tunajua tangu mbele kwamba Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye hataki amani. Vitendo vyake tangu alianza kupiga vita sisi, vitendo vyake vilikuwa vinatudanganya. Anasema twende tuongee, kisha nyuma anatupiga vita. Twende tuongee, anapiga. Nikisema hiyo hali ya Uvira sisi haitushangazi. Lakini kitu ambacho kinatuvunja moyo sana ni watu ambao wanafariki Uvira leo. Ni hiyo chuki ambayo wanaweka ndani ya watu,
hasa vijana wetu ambao wanafanyishwa kama wajinga. Wale vijana ambao mlikuwa mmeona hapa mwa barabara, ambao walikuwa hawana kazi, hawakusoma shule, maana wazazi wao hawana pesa, nchi haikuweza kuwapatia namna ya kuweza kusoma ama kuweza kujitegemea ama kujenga kitu ambacho inaweza kusaidia. Lakini Bwana Tshisekedi bali ya kusaidia wale vijana, kuwapangia miradi mizuri ambayo inaweza kuwasaidia ndani ya maisha yao, anawabeba, anawaweka ideology mbaya ya mauaji ndani ya kichwa, alafu anawaambia kwamba huo ndio uzalendo. Akishawafanya hivyo, anawatumikisha kwa eneo za mapambano, hata ndani ya vijiji, anawatumikisha kwenda kuua, wanakuwa kama mashine ya kuua. Baadaye pia anawatumikisha sawa kitu tunaita shera kanuni. Na mliona vitu ambavyo vilipitikana Uvira, namna gani wale watu wa vijana wetu ambao waliweza kuingiza ideology mbaya walienda hata wanaanza kupiganisha wengine civilians ambao hawakuwa na silaha, ni kwani wanakuwa na sura fulani, alafu wanakuwa kama ndio maadui. Mliona namna gani wale vijana walijitokeza na hasira kubwa. Hiyo hasira ndio vitu ambavyo Tshisekedi aliweka ndani ya akili. Na hiyo kitu inatusirikisha sana. Na ndio maana sisi tunasema kufuatana na mambo ambayo wanafanya. Na leo vita ambavyo wanaendelea kupiga sisi. Bwana coordinator alisema fasi ambapo vikosi vilianza kujipanga na wao wenyewe wanasema walichukua maeneo. Sisi tunasema hivi, wakiendelea kutuia, wakiendelea kupiga vita, wakiendelea kuharibu mambo ya amani ndani ya nchi, sisi hatutakubali. Tutaimarisha amani kwa kuweza kunyamazisha hizo silaha ambazo zinapiga kutokea fasi ambapo zinakuwa. Na hiyo ndio kitu tunafanya kila siku ili tuweze kuprotect raia. Lakini pia tutarudi doa, tutabaki doa. Bwana Tshisekedi kama hakuje, tutapata wakongomani wengine ambao tutakuja nao doa na tutaongea. Asante. Je voudrais vous remercier pour cette question. Parce que par moment, l'Ituri passe pour un drame oublié. Je commence par te donner des tableaux. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, l'Ituri reste sous ce qu'ils appellent état de siège. Et l'état de siège était une stratégie. Première, pour installer son frère comme gouverneur. Le général Johnny Kwa. Kachama Johnny. Pour installer son frère, femme de la famille, parce qu'il fallait lui trouver un poste. Il fallait créer cette stratégie. Deux, en Ituri, c'est l'insécurité permanente, institutionnalisée. Et c'est une politique. Parce que l'état des sièges, c'est plutôt pour l'exploitation d'or. Pour ce faire, ce gouverneur tribal devrait servir la famille en exploitant
Or, mais cette exploitation passe par diviser les Ituriens, opposer les communautés les unes contre les autres pour régner, en armant même certains groupes, les Codeco, la Codeco, qui se font aujourd'hui appeler là-bas Banafati. Alors, sur le plan des données, à Djougou, évidemment, cette situation a comme conséquence la profanation même des églises, surtout les églises catholiques. Sur le plan des données, depuis le mois, rien qu'au mois d'août, 53 personnes ont péri à Enou. Dans la chefferie de Bassi, on compte 41 civils. À Baïmaboga, 3. Banyamichani, 4. À Walese, Bonkout, 5. Dans ces chefferies, plusieurs personnes ont été arrêtées. Mais surtout, les Hémas. Ils sont massacrés tous les jours. Et vous savez la raison des massacres. C'est parce que non, on considère que les Hémas sont nilotiques. Donc la même persécution contre les Tutsis s'achève à ce niveau-là. Mais personne n'en parle. Mais au-delà de l'Itourie, n'allons pas seulement, même au Grand Nord, les Indiens là, opèrent au jour le jour. Entre-temps, on dit qu'il y a un gouvernement qui a abandonné l'Itourie et qui a sous-traité sa mission en disant que c'est d'autres armées qui doivent. Ce qui se passe à Ouvir, prototype de non-État, c'est la même chose à l'Itourie, et là c'est pire. Cette situation doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Et la position de l'Alliance Frère Congo AFC est claire là-dessus. On ne peut pas laisser la vie de toute une nation entre les mains d'un fou. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, qui se trouve comme par hasard porteur d'une mitraillette dans un stade rempli de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Il nous appartient, nous, les Congolais, chacun. Arrêtez cette foule. Et nous allons l'arrêter. La situation des indemnisations des victimes de Kissanem. Une escroquerie nationale. 2022. En exécution de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice. 325 millions de dollars doivent être payés par Dada en République démocratique. L'échéancier prévoyait 4 ans, des 65 millions. Depuis 2022, 3 échéanciers ont été déjà payés, soit un montant de 195 millions de dollars. Ces fonds sont payés par le gouvernement pour une destination claire, indemnisation des victimes.
2022, une clique tribale s'est mise en place, dirigée par M. Tshisekedi lui-même. Le premier échéancier de 65 millions sont tombés. C'est Tshisekedi qui gère. La clique tribale était composée de qui? Et je dénonce. Et ils répondront tous ces noms. Mais c'est Tshisekedi lui-même. L'ancien ministre d'État, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Mme Rose Mouton, l'ancien ministre des Finances et encore M. Nicolas Kazak, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Mme Kanedi. C'est la clique tribale qui se met en place pour gérer ces fonds. Ils ont dilapidé ces fonds aujourd'hui. Au moment où Kisangani, vous n'avez pas d'électricité à Kisangani. Vous n'avez pas de dessert d'eau. En 2022, j'avais interpellé la dame, Madame Rose, je lui ai dit, Madame, est-ce que vous trouvez normal? Je lui ai dit, si ces victimes étaient par exemple en Mouchmaï, alliez-vous vraiment accepter que non? Qu'une clé tribale se mette quelque part pour gérer des fonds qui ne sont pas des fonds de l'État, mais destinés aux victimes? Par la suite, ils sont à Madame Moutombo est partie et on a mis maintenant une autre aventure qui s'appelle Moutama. Encore toujours la même clique tribale. Parce que quand Moutama arrive là-bas, il commence à parler du plan. Donc nous croyons que le et vous connaissez la suite. 39 millions de dollars qui sortent de ces mêmes fonds pour tenter de créer, on détourne en prison, on construit une prison. Voilà la question de Tribao. C'est un crime. Les gens sont morts à l'issue. On a payé l'argent. Vous venez de nous dire que vous avez envoyé une équipe à Doha. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar nous a aussi signalé que les délégations sont arrivées. Pourtant, à Kinshasa, le président Tshisekedi en public a dit, je cite, je ne me laisserai pas distraire par les initiatives de dialogue et ces dialogues des étrangers. Vous avez parlé du Qatar, vous avez parlé du Rwanda, pourtant ce sont tous des dialogues organisés par les étrangers. Est-ce que vous y croyez toujours? Parce que dans le même angle d'idées, la Fondation Thabo Mbeki, qui invite plusieurs hommes politiques congolais pour parler autour de la paix, et on ne sait pas votre position, mais déjà Kinshasa, par le biais du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, rejette. Est-ce que l'AFC va continuer à dialoguer avec Kinshasa au moment où Kinshasa nous montre que peut-être ne tiendra pas ce dialogue? Merci. J'ai quelques 5 points. Premier point, c'est dire que nous restons convaincus que la crise congolaise doit être résolue par le dialogue. Et nous disons que toutes les initiatives qui se prennent à gauche et à droite, nous les suivrons et partout où on parlera de la paix pour la République démocratique du Congo, l'AFCM 23 répondra présent. Deuxième point, je voudrais apporter une précision que nous avons reçu une invitation de la Fondation Mbeki. Je pourrais mettre la copie de l'invitation à ta disposition. Et
cette invitation dit que votre participation, donc la participation de l'AFCM 23 à ces assises, permettra d'éclairer non seulement les débats nationaux, mais également les décideurs africains réunis à Johannesburg, en apportant une perspective indispensable au dialogue inclusif que l'Afrique appelle de tous ses voeux. Donc, on n'est pas invité à un dialogue national. On est invité à participer à des assises où on va discuter justement des modalités de gestion des crises en Afrique. Et à ma connaissance, la Fondation Mbeki est habituée à ces genres d'activités. Et cette énième édition porte sur la crise en République de l'Ouest. À ma connaissance, toujours, ces ensembles invités non seulement l'AFC, mais aussi les autres composantes politiques, les forces politiques, la société civile et d'autres Africains. Bien entendu, la personne de Mbeki, pas la personne du personnage de Mbeki, et ce que nous connaissons. Sauf le rôle qu'il a toujours joué. Il avait joué, par exemple, en 2002, et connu de tous. Par considération à cette paix, et par l'esprit de paix, nous, je parle sous le contrôle de mon collègue ici présent, nous avons dépêché là-bas une très forte délégation. Une très forte délégation. On va discuter avec les collègues qui seront là. 3. Pour que M. Tshisekedi vous dise aujourd'hui qu'il appelle toutes ces initiatives, Amérique, Doha, je ne sais pas moi quoi, distraction. Nous prenons acte. Cependant, qui peut croire à M. Tshisekedi? Qui peut croire à sa fiabilité? Qui peut croire à sa constance? Je rectifie quand même. Le seul moment où M. Tshisekedi est constant, c'est dans le mensonge. Mais il a dit avant que jamais, alors jamais, il ne sera avec la délégation de l'AFC. Quelque temps, vous parlez de loi. Il a dit qu'il rencontrerait certains hommes politiques seulement au ciel. Heureusement qu'il a pu transformer le ciel en le ramenant sur terre, et ils se sont dit là-bas. Et quand ils se sont dit avec le... il était à genoux. Alors qui peut croire à sa fiabilité? Donc, ce qu'il a dit, ça n'engage que nous, mais nous savons qu'il trouvera demain des excuses pour dire encore que non, écoutez, c'était de malentendu et consent. 4e, qu'il rejette les initiatives de dialogue, nous l'avons répété, mon collègue ici l'a répété. S'il ne veut pas dialoguer, les Congolais dialogueront sans lui. Et c'est pour bientôt. Donc, voilà la position de la diaspora. Je confirme, nous sommes épris de paix. Nous sommes demandeurs de la paix. Et les Congolais sont demandeurs de paix. Sauf qu'à un moment donné, peut-être le Congo entier aujourd'hui est convaincu d'une chose, et c'est la vérité. Tous les Congolais, où qu'ils soient,